et bonsoir. Donc la constante cosmologique est un sujet qui est actuel, qui est très actuel dans la problématique de la gravitation, de la cosmologie, à la fois du point de vue théorique et du point de vue observationnel. Et comme vous allez le voir, ça fait à peu près un siècle que c'est quelque chose qui occupe les cosmologues. Alors, tout d'abord, on entend beaucoup parler du problème de la constante cosmologique, et je dirais que la constante cosmologique elle-même n'est pas un problème, c'est plutôt une solution possible pour résoudre certains problèmes astrophysiques ou cosmologiques, ces problèmes étant l'âge de l'univers, la formation des galaxies, et puis finalement la géométrie, la chronogéométrie de l'espace-temps lui-même, sous forme de ce qu'on interprète comme l'accélération de l'expansion cosmique. Et bien entendu, il y a d'autres solutions possibles à ces problèmes, telles que ce qu'on appelle gravitation modifiée ou énergie sombre. Et souvent, dans un langage un petit peu simplifié, les trois solutions, gravité modifiée, énergie sombre et constante cosmologique sont à peu près confondues sous le vocable de constante cosmologique, ce qui est tout à fait légitime dans un discours assez simple, mais ici, évidemment, je vais les distinguer, c'est-à-dire je vais distinguer la constante cosmologique comme une constante de la physique bien spécifique qui appartient à la théorie de la relativité générale, des autres solutions qui, elles, sont d'un type différent. Par exemple, l'énergie sombre, ce qu'on appelle l'énergie sombre ou énergie exotique, étant une forme de substance, pas vraiment de la matière, mais en tout cas une substance à laquelle on associe une énergie, une pression, et qui exerce un effet gravitationnel. Alors dans cet exposé, je vais d'abord rappeler l'historique de la constante cosmologique, ce qui permet de poser, je crois, le problème et d'identifier les solutions possibles et les motivations pour ces solutions. Ensuite, je vais rappeler quelques éléments de notre cosmologie actuelle, à savoir les modèles de Big Bang, très rapidement pour pouvoir vraiment situer ce problème de la constante cosmologique. Rappeler ensuite, alors ça sera très rapide, mais pour faire un survol, pour vous montrer que ce n'est pas uniquement quelque chose d'abstrait, mais qu'on est tout à fait dans le concret. Donc, montrer quelques-unes des méthodes observationnelles qui nous font penser que cette constante cosmologique ou quelque chose qui accélère l'expansion doit exister. Et puis, je terminerai par quelques remarques théoriques et essayer de conclure sur le statut de cette constante. Alors, petite histoire résumée, mais je vais la détailler un petit peu plus. Donc, la relativité générale, 1915, par Einstein, qui déclare que la gravitation, ce que physiquement on appelle l'interaction gravitationnelle, est représentée géométriquement par la géométrie, ou plutôt la chronogéométrie de l'espace-temps, c'est-à-dire l'espace-temps, c'est cette entité dont l'existence résulte, si vous voulez, de la relativité restreinte 1905, et la nouveauté de la relativité générale, c'est de dire que cet espace-temps a une forme, une courbure, et que cette courbure représente très exactement ce qu'on appelle en physique la gravitation. La géométrie de l'espace-temps, elle est représentée par sa métrique G, c'est l'outil mathématique qui représente la forme, et quand on a une métrique, on peut aussi représenter cette métrique par un tenseur qui s'appelle le tenseur de Riemann, ou bien tenseur de courbure, à partir duquel on définit d'autres tenseurs qui sont tenseur de Ricci et tenseur d'Einstein, qui vont intervenir un peu plus directement dans les équations de la relativité générale. Ça donc c'est la gravitation, la forme de l'espace-temps, et puis dans l'espace-temps il y a de la matière, et ce que dit la théorie c'est que la matière est précisément ce qui détermine le contenu, qui détermine la forme géométrique de l'espace-temps, sous forme de l'équation d'Einstein, qui nous dit que à gauche, le tenseur d'Einstein, qui est dérivé de la métrique, est égal à une constante multiplicative près qui est aussi à un facteur près la constante de gravitation de Newton, est égal à un autre tenseur T qui s'appelle le tenseur d'énergie-impulsion et qui représente le contenu matériel de l'univers, matière, énergie, peut-être autre chose, rayonnement, et qui est la source de la gravitation. Sachant que la gravitation, comme l'a rappelé Thibault sous forme de non-linéarité, est elle-même source de gravitation.
Alors, ça, c'est la version initiale, 1915, de la relativité générale. Et Einstein s'aperçoit que cette théorie, finalement, de l'espace-temps est une théorie qui convient extrêmement bien pour faire de la cosmologie, c'est-à-dire pour décrire l'univers qui est donc assimilé à un espace-temps d'une certaine forme avec un contenu matériel. Et c'est comme ça qu'on va décrire l'univers. Et une solution, ce qu'on va appeler un modèle cosmologique, c'est une certaine solution de l'équation d'Einstein, c'est-à-dire une forme géométrique de l'espace-temps avec un contenu. Et tout ça pris évidemment en moyenne, parce qu'on ne va pas chercher à trouver une solution analytique qui décrit l'univers avec les positions de chaque galaxie, de chaque planète, etc., mais quelque chose de moyenné, un peu comme quand on parle de la forme de la Terre, on ne va pas s'intéresser à toutes les montagnes, toutes les rivières, mais on va parler de la forme moyenne. Alors Einstein donc veut faire de la cosmologie et il va proposer en 1917 un premier modèle avec trois souhaits. Que premièrement, il n'y ait pas d'infini spatial dans l'espace-temps, c'est-à-dire que les sections spatiales de l'espace-temps, ce qu'on appelle l'espace, soient de volume fini, qu'il n'y ait évidemment pas de limite spatiale non plus, pas de frontière, c'est-à-dire un bord qui serait la limite de l'espace, et que son modèle soit statique, parce que à cette année 1917, à peu près personne n'a une idée que l'univers pourrait être en expansion, sauf peut-être Slipher qui est en train de mesurer des décalages de galaxies en Arizona à son télescope, mais à cette époque, personne ne le connaît, et personne ne connaît ses résultats, surtout en Europe. Bon, donc Einstein veut un modèle qui satisfasse à ces trois contraintes et il s'aperçoit que si dans l'univers il n'y a que de la matière, on va dire ordinaire ou des rayonnements ordinaires, et j'expliquerai ce mot plus tard, eh bien ces solutions, son équation n'admet pas de solution de ce type. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va modifier son équation en rajoutant un terme qui est précisément ce qu'on appelle la constante cosmologique et il est motivé donc par une des nécessités qui le motive, c'est de vouloir que l'espace soit fini et pour qu'il n'y ait pas finalement de conditions limites à l'infini, parce que ça ne serait pas conforme à ce que Einstein appelle le principe de Mach, qui l'a beaucoup influencé, dit-il, le principe de Mach déclarant, version Einstein, que la forme, la géométrie de l'espace-temps ne dépend que de la matière elle-même, et pas d'éventuelles conditions limites à l'infini. Et le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de conditions limites à l'infini, c'est qu'il n'y ait pas d'infini, c'est-à-dire que l'univers soit fini et fermé sur lui-même. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails, ça nous éloigne un peu, mais l'essentiel, c'est que Einstein modifie son équation, c'est-à-dire au lieu de dire que la géométrie de l'univers, qui est le terme de gauche, ne dépend que du contenu matériel, sous forme du tenseur d'énergie impulsion T, il dépend aussi d'une constante additionnelle qui s'appelle lambda. Alors, c'est le seul terme, c'est la seule manière dont on puisse modifier cette équation si on veut satisfaire à une certaine consistance mathématique. Lambda, dans ce cas-là, est une constante absolue, c'est-à-dire que ça ne peut pas varier avec l'espace ou avec le temps, sinon on perdrait cette consistance mathématique. C'est quelque chose qui n'est pas matériel, c'est quelque chose qui est une constante qui a le même statut que la constante G, si vous voulez. Donc à ce moment-là, la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité, est une théorie à deux constantes, G et lambda, qui ont à peu près le même statut. Son effet, si elle a une valeur positive, c'est d'être répulsif, alors que la gravitation, dans le terme qui est donné par l'équation d'Einstein sans terme cosmologique est toujours attractive, comme on la connaît à notre échelle. Ceci rajoute une influence répulsive et qui s'applique uniquement à grande échelle, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de calculer les effets locaux que peut avoir la constante cosmologique dans le système solaire, dans une galaxie, dans un amas de galaxies, on s'aperçoit que c'est totalement négligeable. Ça commence à devenir pas tout à fait négligeable et peut-être marginalement mesurable à l'échelle des amas de galaxies, mais en tout cas dans le système solaire et dans tous les systèmes liés à des échelles non cosmologiques, les effets sont complètement négligeables. Alors avec cette nouvelle équation, Einstein arrive à résoudre
cette équation est à trouver un modèle qui le satisfasse, qui, du point de vue à 4 dimensions, ça va être un espace-temps à 4 dimensions qui a la forme d'un cylindre, un cylindre dont les sections sont des 3 sphères, des espaces qui sont des 3 sphères, c'est-à-dire la généralisation à 3 dimensions d'une sphère ordinaire, qui elle est à 2 dimensions, et une 3 sphères qui reste constante avec le temps, donc ça fait un cylindre à 4 dimensions. Et c'est un modèle statique parce que l'attraction causée par la matière est balancée par l'influence répulsive de la constante cosmologique à grande échelle. Et une des grandes nouveautés de ce modèle cosmologique, c'est qu'il fait intervenir des sections spatiales qui sont finies, de volume fini, de circonférence finie, et ceci sans avoir de frontières. Et bien évidemment, ceci n'est possible que grâce à la géométrie riemannienne, et ça permet de clore un grand débat sur le caractère fini ou infini, borné ou non borné, de l'espace qui avait traversé les millénaires de cosmologie. Bon, la même année, Willem de Sitter, l'astronome hollandais Willem de Sitter, propose un autre modèle qui, lui, est complètement vide de matière. Alors évidemment, on ne peut pas considérer que ce modèle soit conforme à notre univers, mais c'est un modèle théorique qui, quand même, obéit tout à fait aux équations de la relativité générale, en prenant zéro matière et uniquement une constante cosmologique. La motivation de Sitter, c'est qu'en fait, il veut être encore plus conforme à l'esprit fondamental de la relativité générale qu'Einstein lui-même. Et l'esprit fondamental de la relativité générale, c'est la covariance, parce que dans le modèle statique d'Einstein, puisque c'est un cylindre, ça veut dire qu'il y a un axe. Il y a un axe, donc il y a une dimension privilégiée, qu'on peut appeler le temps cosmique, et donc Eddington dit, oui, la théorie n'admet pas de temps, mais le modèle d'Einstein admet quelque chose qu'on peut comparer à un temps qu'il y aurait dans l'univers. Et de Sitter dit non, dans l'esprit de la théorie, il faut être complètement covariant, il faut un modèle, un espace-temps dans lequel toutes les directions soient équivalentes, et donc il propose un modèle de cette sorte-là. C'est plus un cylindre, c'est une sorte d'hyperboloïde à 4 dimensions. Un modèle que n'aime pas du tout Einstein, puisque Einstein voudrait, en conformité avec le principe de Mach, que la géométrie de l'univers soit uniquement déterminée par le contenu matériel, et là, le contenu matériel, il n'y en a même pas. Et pourtant, il y a une forme de l'univers bien précise qui ne dépend que de la constante cosmologique, cette constante cosmologique s'identifiant à la courbure de l'espace-temps, courbure qui, en vertu de ce principe de symétrie très général dans l'univers de Sitter, est constante toujours et partout. Bon, je pense que Hugo demain parlera de ce modèle plus en détail, donc je n'insiste pas. En 1930, on découvre l'expansion cosmique à la suite des observations de Vesto Slipher et de Edwin Hubble aux États-Unis. Edwin publie en 1929 sa loi d'un point de vue totalement observationnel, mais cette loi, c'est la loi qui justement exprime l'expansion de l'univers, qui dit que la vitesse d'éloignement d'une galaxie, mesurée par le décalage vers le rouge, est proportionnelle à sa distance avec une constante de proportionnalité qu'on appelle aujourd'hui constante de Hubble. Mais vous savez peut-être que cette loi avait déjà été trouvée en 1927 par Lemaitre, avec la bonne valeur, enfin avec la même valeur en tout cas pour la constante que Hubble, et surtout ce qui était important, c'est que Lemaitre, lui, l'avait trouvée comme une solution cosmologique des équations d'Einstein, et qu'il avait fait le rapprochement avec les observations. Donc on peut dire que vraiment la loi de Hubble, c'est Lemaitre en 1927. Et Lemaitre a été donc le premier à faire le lien entre la théorie et les observations, et ce lien, c'est de dire que l'univers est en expansion. Alors, l'idée d'un univers en expansion n'a pas été facile à faire admettre à la communauté. Einstein l'a finalement... Einstein a été un peu réluctant, mais il l'a admise en 1931. Et donc, une fois qu'on sait que l'univers est en expansion, eh bien, l'idée d'un modèle qui serait statique, où l'univers reste toujours égal à lui-même, disparaît. Et comme Einstein avait introduit sa constante cosmologique pour permettre un univers statique, eh bien, Einstein se dit, j'ai fait une erreur, j'ai introduit une constante dont on n'avait pas besoin, j'ai failli au principe d'économie. Donc, puisque la motivation pour introduire cette constante disparaît, eh bien, je rejette ma constante, comme il le dit ici dans une lettre à Hermann Weyl. Then away with the cosmological term. Donc,
Einstein renonce à cette constante cosmologique, mais Lemaître va prendre le relais, parce qu'ensuite Lemaître va aller plus loin, après avoir découvert et analysé cette expansion cosmique. Il va finalement construire ce qu'on appelle les modèles cosmologiques qui correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles cosmologiques de Big Bang. Dans un modèle cosmologique de Big Bang, on peut dire que l'univers lui-même, ou plutôt n'importe quel objet dans l'univers, n'existe que depuis une durée finie qu'on appelle âge de l'univers, qui est finalement le maximum de la durée de toutes les histoires qui peuvent exister dans l'univers. Et lorsqu'on fait des calculs, lorsqu'on fait les calculs de relativité générale avec des chiffres raisonnables pour le contenu de l'univers, mais sans constante cosmologique, on trouve que l'âge de l'univers, qui va être alors à cette époque estimé autour de 2 milliards d'années, pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises calibrations dans les mesures de distance, est inférieur à l'âge de la Terre. Et évidemment, c'est impossible, puisque par définition, l'âge de l'univers, c'est le maximum de tous les âges, de tous les objets qui peuvent exister, c'est le maximum de toutes les durées, de toutes les histoires qui se sont déroulées dans l'univers. Donc, il y a un problème, et comment résoudre ce problème? Le problème, c'est que s'il n'y a pas de constante cosmologique, la relativité prévoit un âge de l'univers, 2 milliards d'années, beaucoup plus court, parce qu'il est inférieur à l'âge de la Terre. Eh bien, Lemaître dit qu'il faut mettre la constante cosmologique dans les modèles, parce que ça va sauver la cosmologie. Pourquoi? Parce que l'effet répulsif de la constante cosmologique va avoir comme conséquence que l'âge de l'univers, avec lambda, est plus long que s'il n'y avait pas lambda. Ça, c'est une première manière de justifier la constante cosmologique, et plus que de la justifier, de montrer qu'elle seule permet de résoudre la difficulté. Et aussi, Lemaître avance l'argument que la formation des galaxies se produit par instabilité gravitationnelle, ce qui est confirmé aujourd'hui et ce qui est utilisé dans tous les calculs de formation des galaxies, de toutes les structures. Et l'instabilité gravitationnelle est un processus assez efficace, mais cette instabilité gravitationnelle, c'est-à-dire la condensation des fluctuations sous l'effet de la gravitation, doit lutter contre l'expansion. Et la bataille est rude et il faut beaucoup de temps pour former les galaxies. Et ce que Lemaître soupçonne, qui sera confirmé ensuite, c'est que pour avoir suffisamment de temps pour une formation des galaxies efficace, eh bien, si lambda égale 0, ça ne marchera pas. Il faut suffisamment de temps, donc il faut lambda positif. Donc Lemaître introduit l'idée que la formation des galaxies va nécessiter aussi une constante cosmologique non nulle. Et Lemaître fait aussi la remarque, ça c'est en 1933, que si on associe une énergie au vide, comment? On n'a pas de théorie quantique des champs encore, donc qu'est-ce que ça veut dire associer une énergie au vide? On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, il dit que si on associe une énergie au vide à cause de l'invariance de Lorentz, elle doit obéir à une équation P égale moins ρ, en fait moins ρ C2, là j'ai pris l'unité C égale 1, mais c'est P égale moins ρ C2, et que donc, quand on calcule, quand on met ça dans les équations d'Einstein, on s'aperçoit que s'il existe une énergie du vide, cette énergie doit avoir un effet dynamique gravitationnel strictement analogue à celui d'une constante cosmologique. Donc c'est la première mention d'une parenté, au minimum, entre énergie du vide et constante cosmologique. Alors en fait, Lemaître et Friedman avant lui proposent non pas un modèle, mais une famille de modèles cosmologiques qui sont susceptibles de décrire l'univers. Et parmi ces modèles, finalement, celui qui va devenir le plus populaire, c'est un modèle d'Einstein de Sitter. Je passe sur les détails, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de constante cosmologique, et que comme il n'y a pas de cosmologique, il prédit un âge de l'univers qui n'est que de 2 milliards d'années. Donc c'est un modèle qui est quasiment impossible à concilier avec l'âge de la Terre, et pour cette raison, eh bien, il va être rejeté par la communauté, et comme c'est ce modèle d'Einstein de Sitter qui est le plus populaire, rejeter le modèle d'Einstein de Sitter, pour la plupart des gens, c'est rejeter l'idée des modèles de Big Bang. Alors qu'à côté, Lemaître propose un modèle qu'on appelle souvent modèle d'univers hésitant,
où il y a une constante cosmologique qui, pendant une grande partie, qui correspond à peu près au modèle cosmologique que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle cosmologique dont la dynamique au départ est dominée par la matière, puis devient dominée par une constante cosmologique, et qui donc va pouvoir bénéficier d'un âge très long compatible avec toutes les mesures que l'on peut faire, et en même temps c'est le moment où le maître introduit l'idée de ce qu'on appellera plus tard un Big Bang, c'est-à-dire un modèle qui commence par une espèce d'événement explosif qui sera plus tard appelé Big Bang, et qu'aujourd'hui on pense remplacer, grâce à la gravité quantique peut-être, par un rebond cosmique ou bien par quelque chose d'autre, une ère de Planck que l'on ne sait pas encore trop décrire, pardon. Bon, je ne veux pas être parler trop longtemps du modèle d'univers hésitant. Peut-être Hugo, sur l'histoire de la cosmologie, en parlera. Donc, comme le modèle d'Einstein de Sitter est le plus populaire des modèles de Big Bang et qu'il a ce conflit avec l'âge de l'univers, eh bien, la communauté préfère s'intéresser à d'autres modèles qui ont été proposés entre-temps, qui sont les modèles steady state, c'est-à-dire les modèles stationnaires, qui géométriquement sont analogues au modèle de De Sitter. Et l'idée, c'est que justement, on ait d'abord non plus un principe cosmologique qui nous dit que partout dans l'espace, les choses ont le même aspect, mais partout dans l'espace-temps, c'est-à-dire non seulement partout dans l'espace, mais à chaque moment dans le temps. Comment concilier un univers stationnaire, c'est-à-dire qui a toujours le même aspect, avec l'idée d'expansion, puisque l'expansion dilue la matière. Donc, si l'expansion dilue la matière, ça veut dire que l'univers devient de plus en plus ténu, de moins en moins dense. Eh bien, le seul moyen de compenser ça, c'est d'imaginer qu'il y a un processus de création continue de matière. Donc, les astronomes Gold, Bondi, Hoyle vont proposer des modèles d'univers stationnaires avec, finalement, une loi de création continue de matière, qui ressemble tout à fait, du point de vue des équations, à ce qu'on appelle aujourd'hui énergie sombre. C'est le même genre d'effet. Et ces modèles vont devenir les modèles les plus populaires à peu près jusqu'aux années 1950, où ils vont être exclus par des tests cosmologiques, par des comptages de radiosources. Alors évidemment, on peut en simplifiant beaucoup, voilà, c'est une controverse à propos des équations d'Einstein. Est-ce que c'est avec ou sans constante cosmologique? Einstein est le maître représentant les deux challengers dans chacun des camps. Alors, quand on arrive aux années 1960, on s'aperçoit que finalement les calibrations de distance qui avaient conduit à la valeur initiale de la constante de Hubble autour de 500 km par seconde et par mégaparsec, et donc à un âge de l'univers de l'ordre de 2 milliards d'années, étaient fausses. On va réestimer l'âge de l'univers et on va trouver, sans constante cosmologique, donc dans ce qui est le paradigme à l'époque cold dark matter, c'est-à-dire uniquement de la matière baryonique que l'on voit, plus environ 90% de matière noire. Je ne veux pas discuter aujourd'hui du problème de la matière noire, mais en tout cas, l'idée c'est qu'on a une densité qui est une densité égale à la densité critique, ce qui se traduit dans le langage cosmologique en disant que le paramètre oméga matière qui représente en unité cosmologique la densité de toute la matière, visible ou invisible, est égal à 1. Et ça veut dire donc qu'on est dans un univers qu'on appelle quelquefois critique, mais cet univers prédit un âge de l'ordre de 12 milliards d'années, qui va être finalement très difficile, on va s'apercevoir, à accorder avec les âges des étoiles qui sont autour de 13 milliards d'années. Donc il y a quand même dans ces nouveaux modèles un problème d'âge de l'univers qui est constant, et moi j'ai commencé à faire de la cosmologie dans ces années-là, et on s'apercevait que vraiment sans constante cosmologique ça marchait très difficilement. Et puis c'était pareil pour la formation des galaxies. Le maître avait déclaré qu'il était difficile de former les galaxies sans lambda, encore une fois à cause d'un problème de durée effective de cette formation. Et bien, petit à petit, les simulations numériques vont arriver en cosmologie et vont permettre d'avoir une idée un peu plus précise de la formation des galaxies, parce que c'est un problème à n-corps, évidemment, on ne sait pas résoudre, et ça devient rapidement non linéaire, donc on ne sait absolument pas résoudre les équations analytiquement. On peut faire des développements, mais ça n'ira jamais jusqu'au bout. Et quand on fait des simulations, petit à petit, on a de plus en plus d'informations sur la formation des galaxies.
Et dans les années 70-80, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout sans constante cosmologique. Donc on va arriver à une situation assez curieuse, c'est que pour une grande partie des cosmologues, on est dans un univers pour lequel lambda égale 0 et oméga égale 1, tandis que pour les cosmologues qui s'intéressent à la formation des galaxies, on est dans un nouveau modèle qui s'appelle non plus CDM, Cold Dark Matter uniquement, mais CDM lambda, avec une proportion une contribution de la constante cosmologique qui, en unité cosmologique, serait de l'ordre de ce qu'on a mesuré aujourd'hui, c'est-à-dire 0,7. Et ce qui est curieux, c'est qu'à cette époque, il n'y a pas du tout de débat à propos de la nature de lambda, c'est-à-dire que quasiment personne n'émet l'idée qu'au lieu que ce soit la constante cosmologique lambda, ça pourrait être la gravitation modifiée ou l'énergie du vide, parce que ça marche très bien avec lambda, et ça satisfait tout le monde. Mais il y a une sorte de dichotomie, parce que le modèle sans lambda est encore populaire, encore utilisé assez largement dans beaucoup de discussions, alors que quand on fait de la formation des galaxies, eh bien, on a besoin de lambda. Et puis, dans les années 90, il y a les observations de supernova, que vous connaissez tous, puisqu'il y a eu des prix Nobel qui les ont récompensés, ce qui s'interprète en disant l'expansion accélère, et c'est exactement ce que prédit lambda. Donc, quelques cosmologues, justement ceux qui étaient intéressés par les modèles CDM lambda, se disaient c'est très bien parce que maintenant la communauté va enfin reconnaître l'existence de la constante cosmologique, puisqu'on l'observe directement, que la prédiction la plus directe que l'on puisse faire de l'existence de lambda, c'est l'accélération. Et l'accélération telle qu'on l'observe à l'époque, et encore aujourd'hui, est exactement ce que prédit lambda dans toutes ses caractéristiques. Bon, eh bien, et puis c'est confirmé aussi, et de plus en plus aujourd'hui, par d'autres observations dont je vous donnerai une idée dans un petit moment. Mais, bon, beaucoup de monde dans la communauté pense que lambda n'est pas quelque chose de satisfaisant, parce que introduire une deuxième constante dans la théorie de la relativité générale, c'est pas bien, et il faut trouver autre chose qui va finalement mimer l'influence de lambda, et c'est ce qu'on va appeler, alors soit une modification de la théorie de la relativité générale, gravité modifiée, soit l'existence d'une substance un peu bizarre qu'on va appeler énergie sombre. Alors très rapidement, un petit rappel sur les paramètres cosmologiques pour comprendre comment se situe cette constante cosmologique. Donc, à l'ordre zéro, c'est-à-dire sans tenir compte des fluctuations, galaxies, amas de galaxies, etc., l'univers est décrit par les modèles de Friedmann-Lemaître, qui sont ceux dont j'ai parlé, qui se caractérisent uniquement par deux quantités. Une première qui s'appelle le facteur d'échelle, on va dire R de t, en fonction d'un paramètre qui s'appelle le temps cosmique. Bon, on peut dire le temps si on veut dans ces modèles très simples, on peut appeler ça le temps, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le temps d'habitude. Et puis par un paramètre K qui vaut 0, 1 ou moins 1 et qui représente la courbure de l'espace, des sections spatiales de l'espace-temps, sachant que si c'est 0, ça veut dire que l'espace-temps est euclidien sans courbure, pardon, l'espace est euclidien sans courbure, c'est-à-dire c'est l'espace dont on apprend les propriétés à l'école, et si la courbure est positive ou négative, ça veut dire que les sections spatiales sont soit des trois sphères, soit des espaces hyperboliques. Alors, les équations d'Einstein vont devenir, dans cette version simplifiée, donc quand on s'intéresse juste à la courbure moyenne de l'univers, vont devenir les équations de Friedmann. Et ces deux paramètres, qui sont les deux choses à déterminer si on veut connaître le modèle précis, ne dépendent que du contenu matériel et de la constante cosmologique lambda, si on veut mettre cette constante dans les équations. Alors donc, le facteur d'échelle R de t, c'est ce qui décrit la dynamique cosmique. Alors, l'expansion est représenté par le fait que le facteur d'échelle augmente avec le temps. Dans le petit carré en haut à droite, vous avez justement trois modèles où on voit le facteur d'échelle en fonction du temps. L'un en expansion éternelle, l'autre en expansion qui redevient une contraction, puis pour la valeur k égale 0, ça c'est des modèles sans constante cosmologique, la valeur qu'on appelle la valeur critique. La dérivée du facteur d'échelle par rapport au temps, ou plutôt sa dérivée logarithmique, qui est le taux d'expansion actuel, c'est aussi ce qu'on appelle la constante de Hubble, et ça explique très bien, comme l'avait fait Lemaître, les données d'expansion de l'univers. Alors il y a toute une histoire des valeurs de H0 que je ne vais pas raconter ici, mais les valeurs initiales données par Lemaître
et Hubble était de 500, aujourd'hui on est autour de 70, et tout ça dû à des mauvaises calibrations, parce que mesurer les distances des objets, c'est le problème numéro un de l'astronomie et de la cosmologie, depuis toujours, depuis 2000 ans. Au début c'était mesurer les distances de la Lune, des planètes, de tout ce que vous voulez, maintenant c'est devenu mesurer les distances des galaxies, des quasars et des objets lointains, des sources de rayonnement gravitationnel par exemple. Et puis ensuite, cette fonction R de t, on fait un développement limité autour de la valeur actuelle. Donc la première dérivée, c'est h. La deuxième dérivée, c'est le paramètre de décélération, qui par convention est négatif s'il y a accélération. Et aujourd'hui, les mesures donnent quelque chose de négatif dont la valeur est à peu près moins 0,5, et puis on peut continuer, voir la troisième dérivée, et la troisième dérivée, on peut interpréter ça en disant comment le paramètre d'accélération varie avec le temps. Et c'est intéressant ce paramètre parce que précisément si on a une constante cosmologique, ce paramètre est absolument constant et vaut moins 1. Et il se trouve que toutes les données aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats, donnent une valeur constante égale à moins 1. Donc si on a autre chose que la constante cosmologique qui explique les données, c'est-à-dire une théorie de gravitation modifiée ou une énergie sombre, eh bien, il faudra expliquer pourquoi ça donne exactement la valeur que prédit la constante cosmologique. C'est une coïncidence qu'il faut expliquer. Et puis ensuite, la manière dont ce paramètre W varie avec le temps lui-même. Et puis, la valeur du petit k nous donne la courbure spatiale, mais ça ne va pas tellement intervenir dans nos discussions. Alors, si on fait l'hypothèse qu'on a une constante cosmologique vraiment constante, c'est-à-dire une constante de la nature, eh bien, il est plus avantageux de la décrire comme une échelle de longueur. Parce que la dimension de la constante cosmologique qui intervient comme dans les équations d'Einstein, c'est l'inverse du carré d'une longueur. Donc, si on a une constante cosmologique qui vaut ce que l'on observe, en unité cosmologique, c'est-à-dire ramenée, si vous voulez, à la même unité que le paramètre de densité qui, de manière totale, vaut 1 aujourd'hui, ça vaut à peu près 0,7, sachant que la matière contribuerait à 0,3. Donc, on voit que ramenée en unité cosmologique aujourd'hui, la constante cosmologique 0,7 est du même ordre que la matière qui vaut 0,3. Et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Comment ça se fait que l'explication soit une constante cosmologique, ou bien la gravité modifiée, ou bien de l'énergie sombre? La question reste toujours la même. Comment se fait-il que la contribution de la constante cosmologique soit du même ordre que la contribution de la matière? Mais aussi, on peut interpréter, donc je vous disais, la constante cosmologique comme une longueur, sachant que la constante cosmologique, c'est exactement la constante cosmologique dans un modèle d'univers, c'est exactement la courbure moyenne de l'espace-temps. Une courbure, c'est l'inverse du carré d'un rayon de courbure. Donc, à la constante cosmologique, on peut associer une unité cosmologique qui est de l'ordre de 3 gigaparsecs. Donc, l'idée, c'est qu'on peut comparer ça aux autres longueurs fondamentales que l'on a, comme par exemple la longueur de Planck, et on obtient un nombre sans dimension. Donc, si on croit que la constante cosmologique est une constante fondamentale de la nature, qui aurait le même statut, par exemple, que la longueur de Planck, eh bien, c'est intéressant. Ce nombre 10 puissance 60 est une constante fondamentale de la nature, disons, le rapport entre une certaine échelle fondamentale microscopique et une autre macroscopique. Et donc, la question que tout le monde se pose et que tout le monde appelle le problème de la constante cosmologique, c'est pourquoi ce nombre est-il si grand? Pourquoi alors que, si vous voulez, dans le cas, ce qu'on appelle ici le coincidence problème, tout le monde se demande pourquoi ce nombre est-il si petit? C'est-à-dire le rapport entre la contribution de la matière et de la constante cosmologique qui vaut 2, tout le monde se dit pourquoi c'est pas plus grand, pourquoi c'est juste 2? Et là, tout le monde se dit pourquoi c'est pas plus petit, pourquoi c'est 10 puissance 60? Donc ces deux problèmes qui sont les problèmes qu'on associe souvent à l'énergie sombre ou la constante cosmologique sont finalement inverses. Mais ce nombre si grand, finalement, quand on prend la théorie de la gravitation avec deux constantes, la théorie de la gravitation d'Einstein ne prédit, les deux constantes c'est G et lambda, constante de gravitation de Newton et lambda, elle ne prédit rien pour G. Donc la seule chose qu'on peut connaître à propos de G, c'est de le mesurer, et ça nous donne une certaine valeur. Pour lambda, c'est pareil. Il n'y a aucune valeur naturelle prédite dans la théorie de la relativité générale. Donc le fait qu'on trouve une valeur
qu'on va appeler très grande, bah, ce n'est pas du tout un problème. En revanche, si on se place dans l'hypothèse, ce qu'on appelle l'énergie sombre, on va, j'en parlerai tout à l'heure, mais on va voir que dans ce cas-là, la longueur associée à la constante cosmologique, l'idée c'est qu'elle provient de la physique microscopique. Comment la physique microscopique peut-elle produire une longueur qui vaut 10 puissance 60 fois la longueur de Planck? Donc ce qu'on appelle problème de la constante cosmologique, au contraire, c'est le problème de l'énergie sombre, et c'est un problème qui n'existe pas si on choisit la version constante cosmologique. Donc ça, c'est donc ce dont je viens de parler. Pourquoi la contribution de la matière aujourd'hui et la contribution de la constante cosmologique sont du même ordre. Je rajoute aujourd'hui parce que la matière se dilue dans le temps, donc sa contribution devient de plus en plus faible, alors que la contribution de la constante cosmologique, elle, reste constante. Donc il y a un moment où elles sont du même ordre. Au début, c'était dominé par la matière. Aujourd'hui, c'est dominé par la constante cosmologique, et c'est pour ça qu'on a une accélération. Mais on n'a pas toujours eu une accélération dans l'expansion. Bon, je vais sauter cette partie qui est purement technique et passer très rapidement en revue les évidences observationnelles en faveur de l'accélération de l'univers. Il y en a trois que je vous ai citées, trois principales qui sont l'âge de l'univers, la formation des galaxies et l'accélération mesurée par les supernovas. Bon, ça, je pense, pour moi, c'est l'argument le plus direct et le plus fort parce qu'il ne dépend quasiment d'aucune calibration, d'aucune hypothèse. Et c'est un argument qui donc date du temps de Lemaître. Ceci vous représente un petit peu l'évolution dynamique de l'univers. Ici, c'est aujourd'hui, là, c'est le passé. Si l'on a lambda égale 0, on a une courbe comme ceci qui est toujours concave, par définition. On peut voir que lambda égale 0 implique la concavité de cette courbe. Donc, ici, l'âge de l'univers qui est représenté par ce segment est très court. Si on met une valeur de lambda, la courbe s'allonge, l'âge de l'univers s'allonge. Ça correspond, c'est la valeur d'aujourd'hui. Et si on mettait une valeur plus grande, on aurait un âge encore plus grand. Donc, pourquoi on a besoin d'une constante cosmologique? Parce que si l'on n'en met pas, on voit qu'on est à un âge de l'univers de l'ordre de 10 ou marginalement un petit peu plus. Ça dépend de la valeur de la constante de Hubble. Alors qu'on observe des étoiles, on sait aujourd'hui mesurer les âges des étoiles par plusieurs méthodes indépendantes, et on trouve des valeurs, bon, j'ai donné toutes les valeurs, de l'ordre de 11, 15, 11, 12, 8. Bon, vous voyez, c'est plus grand. Donc, sans constante cosmologique, on a des étoiles qui sont plus vieilles que l'univers. C'est assez gênant. Alors qu'au contraire, si on a le modèle avec constante cosmologique, comme par hasard, les âges des étoiles sont un tout petit peu moins, justement, que l'âge de l'univers. Et comme il a fallu à peu près 1 ou 2 milliards d'années, sans doute, pour former les étoiles, ça marche aussi bien. Donc, si on n'a pas la constante cosmologique, ça serait une coïncidence. Et pourquoi, on peut se demander pourquoi on n'observe pas des étoiles qui ont 20 milliards d'années, par exemple? Parce que le modèle avec constante cosmologique prédit justement un âge qui serait entre 13 et 14 milliards d'années. Donc, ça marche très très bien. Pardon ? Non, là on ne suppose rien. Les âges des étoiles sont mesurés de deux manières, soit par des modèles d'évolution stellaire, soit par des... Alors il y a aussi les âges des amas globulaires, mais c'est aussi de l'évolution stellaire, soit par des datations isotopiques. Alors je ne sais plus ce que c'est, uranium, thorium peut-être. Non, dans l'intégrale te donnait l'âge de l'univers donné par la cosmologie. Ça, c'est l'âge de l'univers donné par la cosmologie. Les âges des étoiles, tu les compares, que tu vas comparer ce TU obtenu avec les valeurs que tu aimes pour oméga, et tu vas comparer ça à l'âge des étoiles, et tu dois trouver que l'âge de l'univers, évidemment, est plus grand. Donc, l'âge des étoiles donne des contraintes. Non ? Ah, le cas. Dans cette formule, je suis d'accord, dans cette formule, il est égal à 0. Oui, mais attends, j'ai pris cette formule ailleurs, donc
Ce que je donne ici, ça ne dépend pas de K. D'accord? Non, ce que je veux dire, c'est que si tu as... Oui, oui, on est d'accord. Si tu as une constante si tu n'as pas de constante cosmologique, tu n'arriveras pas à réconcilier ces nombres. Pardon? Si tu... bien sûr, sans constante cosmologique, voilà tes... Zut, je ne sais plus où je l'ai donné. Je l'ai donné... Excusez-moi, non, c'était là. Voilà. Voilà le facteur d'échelle, si tu veux. Donc nous, on est là, mais il faudrait prendre... Bon, ça donne pas... Mais c'est pour dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de constante cosmologique, l'évolution dépend de K. Savoir que, justement, on est dans un modèle accéléré ou non accéléré, suivant la valeur de K par rapport à 0. Mais de toute manière, il faut normaliser ces courbes à la valeur de H0 actuelle. Et donc, de toute manière, ça obéit... S'il n'y a pas de constance cosmologique, ça obéit, la concavité, si tu veux, est forcément dans le même sens. Donc, on est forcément en dessous de la tangente. Et la tangente, elle est donnée uniquement par la valeur de la constante de Hubble. C'est l'inverse. Ça donne un âge qui est forcément inverse, de l'ordre de l'inverse du temps de Hubble, quelle que soit la valeur de K, quelle que soit la dynamique. Parce qu'on a la contrainte d'énergie forte qui n'est pas violée s'il n'y a pas de... Autrement dit, la matière est forcément attractive, ce qui veut dire que la courbe a forcément la même concavité. D'accord? Donc c'est l'argument de l'âge de l'univers. Bon, l'argument de la formation des galaxies, donc, initié par le maître et confirmé ensuite par les simulations. Donc on ne peut pas expliquer les galaxies s'il n'y a pas quelque chose, lambda ou énergie sombre, qui allonge la durée de l'âge de l'univers. Et l'argument, bien sûr, que tout le monde connaît le plus, c'est celui donné par les supernovas. Qu'est-ce que c'est que les mesures de l'accélération par les supernovas? C'est ce qu'on appelle un test cosmologique classique. C'est que, en gros, on arrive, parce que les supernovas sont utilisables comme chandelles standards. L'idée des chandelles standards, c'est que si vous voulez mesurer la distance à laquelle est un réverbère, vous comparez la luminosité, le flux lumineux que vous en recevez, à un réverbère plus proche dont vous mesurez aussi le flux lumineux. Et le rapport des flux lumineux va être égal au carré des distances. Donc, en mesurant les flux lumineux, vous mesurez les distances. Là, c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes dans un espace-temps courbé, mais en gros, en supposant que les supernovas ont toutes la même luminosité, ou du moins qu'on peut corriger les différences de luminosité, mesurer leur distance va vous permettre finalement de reconstituer la géométrie de l'espace-temps. C'est ça le principe de ces tests cosmologiques, qui sont également utilisés d'ailleurs pour mesurer la constante de Hubble. Donc si vous portez, comme on l'a fait ici, la magnitude apparente des supernovas, toutes supposées avoir même luminosité, ou du moins corrigées pour que ça soit, que les différences soient compensées, en fonction de la distance, ou plutôt, comme on ne peut pas mesurer directement la distance, en fonction du redshift, qui est une mesure de l'éloignement de ces objets, eh bien, chaque géométrie de l'espace-temps va vous donner une courbe. Donc, il s'agit de mesurer tous ces points et de trouver quelle géométrie de l'espace, sur quelle courbe il se place et à quelle géométrie de l'espace-temps correspond cette courbe. Et c'est comme ça qu'on mesure finalement la géométrie de l'espace-temps, sachant que quand on est proche de l'origine, à petite distance, eh bien, ça nous donne le premier terme du développement, c'est-à-dire la constante de Hubble. Ensuite, ça va nous donner le terme d'accélération et ça va nous dire si on a besoin ou non, s'il y a ou non une accélération cosmique à partir de ces mesures de supernova. Alors, il y a eu beaucoup de projets, vous savez qu'il y a eu le prix Nobel pour ça, et le résultat, c'est ça, c'est que quand on regarde, quand on analyse ces observations, ça nous donne qu'il y a une contribution de la matière
qui est de l'ordre de 0,3, une contribution de la constante cosmologique qui est de 0,7. Alors ici, voilà, ça c'est la courbe obtenue à partir des supernovas, à laquelle on a rajouté deux autres tests ici, qui sont les oscillations baryoniques, je vais en dire un mot dans un instant, et les autres fluctuations du fond diffus cosmologique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement ça vous donne la matière et la contribution de l'accélération, mais ça vous donne également la valeur du paramètre W. Et je vous rappelle que la contribution de la constante cosmologique, c'est W égale moins 1. Donc, je passe sur tous ces détails. Il y a aussi quelque chose qui vient du fond diffus cosmologique. En analysant le spectre de fluctuation du fond cosmologique, parce que ce fond diffus cosmologique, comme vous le savez, c'est un rayonnement extrêmement uniforme qui nous provient de la période de la recombinaison, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Donc voilà une carte du ciel avec l'intensité de ce rayonnement que nous recevons. À un niveau 10-5, il est complètement uniforme. Quand on arrive à ce niveau de 10-5, on aperçoit des petites fluctuations qui sont extrêmement importantes, qui ont été mesurées pour la première fois par le satellite Kobe en 2002, prix Nobel à Smoot et Matter, et qui maintenant sont mesurées avec beaucoup plus de finesse. Ces fluctuations dans l'intensité du rayonnement fond diffus que nous recevons sont la trace des petites fluctuations de densité présentes il y a 13 milliards d'années, celles qui par la suite se sont amplifiées pour donner les galaxies, les étoiles, les planètes, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais l'analyse de leurs statistiques, et notamment de leur spectre en puissance, nous donne énormément de renseignements. Premièrement, sur l'état de l'univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années, et puis sur la géométrie de l'espace-temps, puisque les rayons lumineux, enfin maintenant ce sont des micro-ondes que l'on enregistre, mais c'était des rayons lumineux quand ils sont partis, ils ont été décalés vers le rouge depuis, ils ont traversé pendant 13 milliards d'années l'espace-temps, et donc les caractéristiques que nous observons dans ce rayonnement dépendent aussi de la géométrie de l'espace-temps. Donc quand on analyse cette courbe, qui est encore aujourd'hui beaucoup plus précise, parce que ça c'est celle de WMAP, aujourd'hui on a les données de Planck, quand on analyse cette courbe, on a des renseignements non seulement sur l'état de l'univers à la recombinaison, mais aussi sur la géométrie de l'espace-temps qui nous sépare de l'univers jusqu'à maintenant. Et donc, on rajoute ces informations à celles des supernovas et on obtient évidemment quelque chose qui commence à être très précis. Je vais simplement vous donner le résultat final. Avant de vous donner le résultat final, on a aussi des informations qui nous proviennent de ce qu'on appelle les oscillations acoustiques. C'est-à-dire que quand je vous ai montré ce spectre de fluctuation, on peut voir que c'est la trace de certaines oscillations acoustiques qui se produisaient dans l'univers à l'époque de la recombinaison. Et ces oscillations ont laissé une trace dans la distribution des galaxies aujourd'hui. La trace, c'est cette bosse que l'on peut observer dans le fond diffus, dans le spectre, dans les fonctions de corrélation des galaxies aujourd'hui ou dans un passé qui correspond à des valeurs de Z inférieures à l'unité. Et tout ceci nous donne, encore une fois, par des possibilités d'analyse, des renseignements sur la cosmologie, sur la géométrie de l'univers. Et on en déduit, encore une fois, une valeur de W. Donc on a une concordance de résultats observationnels qui nous disent que oui, il y a une accélération de l'expansion correspondant à un paramètre d'accélération qui vaut environ moins 0,55, la valeur que j'ai donnée tout à l'heure, avec une variation de cette accélération qui est quasi nulle, puisque W est, autant qu'on peut le mesurer à la précision des mesures d'aujourd'hui, est égal à moins 1. J'ai encore 5 minutes. Bon, BAO, donc c'est cette méthode d'analyse par oscillation baryonique acoustique, en analysant ce qu'on appelle le cisaillement cosmique, qui sont des effets de lentilles gravitationnelles moyennées sur l'univers, ou bien l'effet Sachs-Wolf intégré, c'est un autre type d'indicateur de distance qui nous permet de faire des tests cosmologiques avec les amas de galaxies. Donc je vous cite toutes ces méthodes, non pas pour rentrer dans les détails, mais pour montrer qu'on a vraiment une concordance de résultats observationnels totalement différents dans leurs principes et qui impliquent des effets différents,
qui convergent vers les résultats que je vous ai mentionnés. Donc cette accélération et les phénomènes qui en découlent, c'est quelque chose de bien établi observationnellement. Donc comment l'expliquer? Alors, les explications possibles, j'ai essayé de les cataloguer. Il y a premièrement ce qu'on appelle les effets de moyenne, ou bien back reaction. Et je vais en dire un mot. La deuxième explication, c'est la constante cosmologique originelle, c'est-à-dire imaginer que dans la théorie de la gravitation, il y a une constante additionnelle dans l'esprit de ce que disait Einstein, qui est géométrique et non pas matérielle, ou bien ce qu'on appelle les théories de gravité modifiée, je vais en dire un mot exactement, ou bien une énergie sombre ou énergie exotique, c'est-à-dire une substance qui est gravitationnellement répulsive et qui n'a pas d'autre, qui ne se manifesterait par aucun autre effet qu'on aurait pu détecter dans l'univers, ou bien des explications inspirées de supersymétrie, théorie des cordes, théorie des brane, gravité quantique. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'au départ, elles sont conceptuellement différentes. C'est-à-dire que dire que c'est géométrique, c'est une propriété de l'espace-temps intrinsèque à l'espace-temps, ou bien dire que c'est quelque chose de matériel, un fluide qui obéit à certaines contraintes, ça n'est pas la même chose. Ce que je prétends aussi, c'est que l'explication la plus simple aujourd'hui, c'est le numéro 3, c'est-à-dire la constante cosmologique elle-même, que dans beaucoup de cas, une théorie de gravitation modifiée peut être équivalente à une certaine théorie d'énergie sombre, c'est-à-dire qu'on peut modifier la gravitation, par exemple, en changeant le Lagrangien ou en introduisant un champ supplémentaire, et on s'aperçoit que les prédictions sont identiques à une certaine forme d'énergie sombre. Et si, par exemple, on a aussi de la supersymétrie, on rajoute, la supersymétrie prévoit l'existence de particules supplémentaires qui peuvent avoir une influence gravitationnelle, donc c'est également quelque chose qu'on peut cataloguer dans la catégorie énergie sombre. Donc les différences entre les 3, 4 et 5 ne sont pas tout à fait, sont parfois, disparaissent parfois. Les options 3, 4 et 5 demandent toutes une nouvelle physique, dans le sens où modifier la gravité, c'est évidemment introduire une nouvelle physique. Imaginez une énergie exotique qui viole les conditions d'énergie habituelles, c'est aussi une nouvelle physique, d'une forme ou d'une autre. Et puis, donc, je dis que la solution la plus simple, c'est la constante cosmologique. En revanche, la constante cosmologique n'expliquera jamais le problème de la matière noire ou ne donnera jamais une solution à la question de l'inflation. Donc, une des solutions 3, 4 ou 5 peut devenir extrêmement intéressante si elle explique à la fois ce problème de l'accélération et puis d'autres problèmes cosmologiques tels que la matière sombre ou l'inflation. Donc, la question que je voudrais, qui se pose finalement, c'est est-ce que la bonne théorie d'Einstein, si on oublie le contenu, c'est la théorie avec l'équation d'Einstein sans ou avec la constante cosmologique. Si on veut être simple et naturel, peut-être qu'on va dire lambda égale 0, mais si on veut être général, on va dire lambda différent de 0. Donc a priori, on a le choix, c'est un paramètre libre, donc il faut s'en remettre aux observations, et si on est dans cette optique-là, les observations nous disent que lambda n'est pas égal à 0. Les ordres de grandeur, j'en ai déjà parlé parce que c'est ce qui finalement va entraîner ce qu'on appelle le problème de la coïncidence et le problème de la constante cosmologique. Mais avant, je dois mentionner ce que l'on qualifie de back reaction, qui est en fait un problème de moyenne. C'est-à-dire que quand on a les modèles de Friedmann-Lemaitre, ce sont des modèles parfaitement homogènes et des modèles qu'on connaît bien analytiquement, dans lesquels on sait faire les calculs, on sait bien définir ce que c'est qu'une expansion accélérée. Mais évidemment, les équations d'Einstein, finalement, ne sont pas des équations linéaires. Et le problème, c'est que si l'on prend la métrique G moyennée et que l'on calcule le tenseur de Ricci avec la métrique G moyennée, ça n'est pas la même chose que la moyenne du tenseur de Ricci. C'est les effets de moyenne du même genre que ceux dont parlait Thibaut tout à l'heure, et que donc si on écrit cette équation-là, qui est finalement l'équation qu'on écrit, ça n'est peut-être pas la vraie équation. Une autre manière de le dire, c'est que si on calcule vraiment
les distances en fonction des décalages vers le rouge, c'est-à-dire les relations cosmologiques dans un modèle cosmologique qui n'est pas complètement homogène mais qui est perturbé, eh bien, ça n'est peut-être pas du tout aussi proche qu'on pourrait le penser des calculs réels. Autrement dit, il se pourrait très bien que les effets dus aux inhomogénéités, les effets, les écarts, si vous voulez, aux lois pures Friedmann-Lemaitre dues aux inhomogénéités, puissent exactement mimer une accélération dans un univers qui serait purement Friedmann-Lemaitre. C'est en tout cas l'idée qu'on appelle back reaction, qui est défendue aujourd'hui par plusieurs cosmologues et physiciens, notamment Thomas Buchert, qui est peut-être le champion de cette idée. Il publie toujours des articles où il prétend que ça marche. Personne n'a montré ni que ça marche vraiment, ni que ça ne marche pas. Donc je pense que ce problème est ouvert. Donc avant de chercher une explication qui soit la constante cosmologique ou qui soit ce que vous voulez au problème de l'énergie, je pense qu'il faut résoudre ce problème, c'est-à-dire savoir si le fait qu'on n'a pas tenu compte des inhomogénéités que représentent les galaxies, les amas de galaxies, toute la toile cosmique, ne pourrait pas expliquer ça sans aucune nouvelle physique et sans constante cosmologique et sans nouvelle substance. Donc je pense que ça, c'est un problème qui est ouvert. Bon, mais supposons que ça ne soit pas le cas. Dans ce cas-là, les options, en dehors de la constante cosmologique, sont premièrement là une modification de la gravité classique, mais si on veut modifier la gravité classique, on va modifier par exemple son Lagrangien, c'est-à-dire on va remplacer le Lagrangien de Einstein-Hilbert qui est égal à la pure courbure scalaire par quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors il y a toute une famille de théories qui s'appellent les théories F de R, où au lieu de mettre R, on va simplement mettre une fonction de R. Mais si on met une fonction de R, on peut faire un développement limité en R, qui sera valable au moins pour les courbures faibles. Le premier terme, c'est la constante cosmologique. Le deuxième terme, c'est celui qui est dans les équations d'Einstein ordinaires. Et puis ensuite, on peut rajouter des termes en R2. Mais la remarque que je veux faire, c'est qu'il suffit de mettre celui-ci. Et pour ce qui concerne l'accélération, l'âge de l'univers, la formation des galaxies, on explique tout. Donc, mon point de vue, c'est que rajouter des termes, c'est intéressant si on explique plus que l'accélération. C'est-à-dire, pour moi, les théories modifier le Lagrangien de la relativité générale, ça présente un intérêt si on explique en même temps que l'accélération, autre chose que l'accélération, sinon lambda suffit, à moins qu'on découvre évidemment que ça vient d'une théorie de gravité quantique ou quelque chose comme ça. Et ces théories, évidemment, quand on va rajouter des termes en F de R, ça va modifier le comportement dans les champs forts. Or, quand on est dans la cosmologie, évidemment, on est dans les champs faibles. Donc, pour modifier dans les champs faibles, on ne peut pas le faire vraiment sans modifier dans les champs forts, à moins d'introduire un mécanisme qui va compenser. Mais ça, je pense que Philippe, tu vas peut-être en parler demain, des screening mécanismes. Non, enfin bon, c'est ta spécialité. Donc... d'une certaine manière, je laisse ça ici. Et je saute sur ceci et Quantum Gravity. Bon, l'énergie sombre, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance qui mimerait la constante cosmologique, c'est-à-dire dont l'influence répulsive aurait le même effet que cette constante cosmologique, ou bien on suppose que lambda est strictement zéro, et dans ce cas-là, on attribue toute l'accélération à l'énergie sombre, ou bien on suppose qu'il y a une composante purement cosmologique aussi, et qu'il y a, ce que l'on observe, c'est une combinaison d'une vraie constante cosmologique et de l'énergie sombre. Bon, évidemment, elle doit avoir un effet gravitationnel répulsif, donc violer les conditions d'énergie. Elle doit être complètement répartis d'une manière complètement homogène, sinon il y aurait des amas d'énergie sombre répulsifs qui auraient un effet gravitationnel qu'on aurait pu détecter. Alors ça pose deux questions. C'est d'abord, est-ce que véritablement, alors bien sûr, on ne connaît aucune substance classique qui ait ces propriétés, donc on peut penser que c'est l'énergie d'un certain état quantique, disons d'un certain champ quantique dans un certain état qui va représenter l'énergie sombre, mais la question c'est, est-ce que l'énergie absolue d'un état quantique a une influence gravitationnelle ?
Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui répondu à cette question parce qu'on ne sait pas comment introduire la gravitation dans la physique quantique. Donc ce n'est pas quelque chose qui est prédit par la physique d'aujourd'hui. Donc il faut trouver un moyen qui permette d'imaginer, d'associer une énergie finie à un état quantique. Et puis si on a trouvé ce moyen, et évidemment il y en a des tas qu'on va examiner rapidement, de quel champ quantique il s'agit. Donc il faut trouver un champ quantique qui, dans un certain état, va permettre d'avoir une influence gravitationnelle répulsive et donc d'entraîner une accélération cosmique. Donc soit on suppose qu'on a un fluide, une substance, avec une équation d'état qui satisfait ce qu'on veut, soit on suppose un Lagrangien pour ce fluide et en s'arrangeant pour que ce Lagrangien, finalement, nous donne quelque chose qui va mimer les effets de lambda. Bon, bah, bien évidemment, qu'on ait une option ou l'autre, c'est toujours quelque chose qui est ajusté ad hoc, puisque on construit un Lagrangien de manière à mimer les effets de lambda, ou on construit une équation d'état de manière à mimer aussi l'influence de lambda. Encore une fois, je pense que c'est très avantageux si ça explique en même temps les effets qu'on attribue à la matière noire et l'inflation. Donc il y a des propositions dans ce sens. En ce qui concerne la dark energy, l'énergie sombre, il y a des centaines, je crois, aujourd'hui, on peut dire, de propositions, quintessence, K-essence, énergie fantôme, quiescence, kinescence, tracker field. Bon, je ne vais pas faire le catalogue complet, mais c'est pour vous dire que des propositions, il y en a beaucoup. Et la question, c'est de savoir, finalement, est-ce qu'on est prêt à admettre quelque chose de ce genre? Et donc, je ne vais pas aller plus loin, je vais conclure. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est de savoir si vraiment on a besoin ou non de cette énergie sombre. Et donc, il y a une question observationnelle, c'est-à-dire que plus on fait d'observations aujourd'hui, plus la fourchette observationnelle se resserre autour de la valeur W égale -1, qui est ce que prédit la constante cosmologique originelle, c'est-à-dire constante de la physique. Donc, est-ce qu'il faut continuer à aller plus loin ou pas? Et c'est une question que l'on peut se poser, que plusieurs astronomes ont posée en disant continuer à se focaliser sur la mesure de la valeur de W. On peut le faire indéfiniment jusqu'à resserrer la précision indéfiniment, mais est-ce que c'est le meilleur problème à se poser en cosmologie? Deuxièmement, question fondamentale, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que l'énergie d'un état quantique? C'est-à-dire, on n'a pas aujourd'hui véritablement de théorie quantique des champs en espace-temps courbe. Et là, on voudrait aussi une théorie... Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question du rapport entre théorie des champs et gravitation sans avoir quasiment une théorie de la gravité quantique ou au moins une bonne théorie de la quantique des champs en espace-temps courbe. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de papiers qui proposent des énergies sombres. Donc si on veut une énergie finie, associer une énergie finie à un état quantique, soit il faut que les contributions infinies se compensent, c'est par exemple ce que prédit la supersymétrie, soit il faut que lorsqu'on calcule les intégrales qui vont donner les densités d'énergie, l'intégrale converge, donc qu'il y ait une sorte de cut-off. Le problème, c'est que si on prend les cut-offs naturels qui nous viennent de la physique des particules, c'est-à-dire soit quelque chose de l'ordre de la longueur de Planck ou de l'ordre des échelles possibles d'unification des interactions, eh bien on n'obtient pas du tout le bon ordre de grandeur, et c'est ça qui conduit à ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique, c'est-à-dire ce nombre aussi grand qui est le rapport entre la longueur associée à la constante cosmologique et la longueur de Planck, ou bien une longueur associée à la physique des particules. Donc, problème de l'énergie sombre. Et bon, il y a plusieurs suggestions dans la littérature que ce qui gravite, ce n'est pas l'énergie d'un état quantique, mais c'est la différence d'énergie entre un état quantique et une sorte d'état quantique de référence. Donc, au lieu d'avoir le tenseur d'Einstein qui serait proportionnel à une valeur moyenne du T mu nu, ça serait proportionnel à une valeur moyenne du T mu nu moins la valeur moyenne de l'état de référence. Autrement dit, ce qui graviterait, selon cette conception, ce n'est pas un état quantique, mais c'est les excitations
associée à cet état quantique, excitation au-dessus du niveau fondamental. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces effets. Je pense qu'il y a aussi quelques arguments en faveur d'une constante cosmologique. Ce n'est pas L, c'est lambda. J'ai cité quelques références. Il y a des motivations du point de vue de la thermodynamique, du point de vue de la théorie des cordes, du point de vue de la gravité quantique. Donc l'idée que lambda puisse être une constante fondamentale de la nature, je pense qu'il ne faut pas la négliger. Alors, la première chose, quand on voit ce problème, je répète, c'est résoudre le problème de l'accélération, qui, à mon avis, n'est pas encore le problème de l'effet des homogénéités, peut-être mal moyenné, qui n'est pas encore résolu. Sinon, la vraie constante cosmologique explique naturellement, c'est-à-dire sans nouvelle physique, à peu près toutes les données que l'on connaît relatives à ce problème. Les autres observations, les autres explications, requièrent toute une physique qui soit nouvelle, mais elles seraient vraiment avantageuses si elles expliquent en même temps d'autres problèmes cosmologiques, je pense. Donc la question, c'est, aujourd'hui, on a les observations favorisent vraiment la constante cosmologique originelle. Jusqu'où faut-il aller dans les observations de paramètres qui vont permettre de mesurer ce qui distinguerait la réponse à ce problème d'une constante cosmologique réelle. Merci. On a un temps pour une question rapide. Sinon, de toute façon, ce sera là demain. Je peux pas parce que j'ai une conférence. Oui, il y a une question. Le point central là, pour la mesure de l'accélération cosmologique, c'est la mesure des supernovas qu'on considère comme des chandelles standards. On les recalibre, oui. On les recalibre, ok. Si on considère qu'on a H bar qui va varier avec le temps. H bar ou H0? H bar. Oui. H bar, alpha, hein, qui varie avec le temps. Là, on va se bananer sur la mesure de cette étoile standard, cette chandelle standard. Oui. Et le seul verrou que je connaisse pour contraindre la variation de H bar à cette échelle-là, c'est le réacteur d'eau clos. Oui. Et donc, si on fait sauter ce réacteur d'eau clos, on a la liberté il y a la possibilité de se tromper sur cette accélération cosmologique. Première remarque quand même, il y a des limites sur alpha qui viennent des quasars aussi, parce que l'alerte, si tu veux, a été donnée à propos de mesures de quasars, à propos desquelles était prétendue une certaine mesure, une variation de alpha, et ensuite ces mesures ont été corrigées et donnent une contrainte sur la variation de alpha. Alors je ne me rappelle plus des valeurs, mais cette variation de alpha, elle est contrainte aussi par la cosmologie. Et le deuxième point, c'est que si tu dis alpha varie, bon, pour moi, une constante qui varie, ça ne veut rien dire, ça veut simplement dire qu'on n'a pas la bonne théorie. C'est-à-dire qu'il faut remplacer la théorie de Maxwell par une autre théorie de l'électromagnétisme. Donc il faut voir quelle est cette nouvelle théorie, est-ce qu'il y a un champ de plus, tout ça. Donc c'est au lieu de modifier la gravité, tu modifies l'électromagnétisme. C'est effectivement, il faut modifier quelque chose. Si tu refuses lambda, donc soit tu modifies la gravité, soit tu modifies le contenu de l'univers, c'est l'énergie sombre. Je suis d'accord qu'a priori, on peut peut-être y arriver en modifiant l'électromagnétisme. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des théories ou des symétries supplémentaires qui prédisent que lambda égale 0? Ou est-ce que la valeur lambda égale 0 est quelque chose qui demande de la nouvelle physique? Si tu appelles lambda la constante cosmologique vraie, ça fait partie de la relativité. Tu considères que ça fait partie de la relativité, donc la théorie que tu considères, c'est la relativité elle-même, et dans la relativité, non, lambda n'est pas égal 0. Maintenant, si tu regardes par exemple la supersymétrie, qui est une nouvelle symétrie de la nature, les théories supersymétriques prédisent que les contributions à l'énergie du vide
Des fermions et des bosons ont des signes contraires et vont s'annuler 2 à 2. Donc tu arrives à une constante cosmologique effective qui serait nulle dans ce cas-là si tu supposes qu'il n'y a pas une contribution géométrique. Donc voilà un exemple. Et les autres théories d'énergie sombre cherchent au contraire à donner un lambda qui ne soit pas 0, puisqu'ils cherchent à expliquer l'accélération. Mais comme les valeurs naturelles sont assez grandes, l'idée c'est que ça pourrait se compenser, non pas exactement, mais des grandes valeurs pourraient se compenser en laissant subsister une petite valeur. Je parle à l'échelle de la physique des particules, parce que la valeur cosmologique qui explique l'accélération est une petite valeur à l'échelle de la physique des particules. Moi qui ai une question encore. Non. C'était juste pour apporter un élément complémentaire, c'est que par rapport à la mesure de H0, donc il y a les valeurs qui sont observées par les supernovae qui sont autour de 67, Ouais. et puis la valeur de Planck qui est un peu au-dessus de 70, et cette tension peut être... Il y a une tension. Oui, et en fait cette tension peut être... George Efstathiou a écrit un papier en disant qu'en prenant les bonnes supernovae, on pouvait réconcilier les deux. Mais ma voisine ici a fait un papier qui montre que c'est pas nécessairement une solution. Donc ça peut révéler un phénomène physique. Et il y a des articles sur les mesures des distributions de galaxies dans 300 mégaparsecs autour de nous, dont une étude de l'équipe de Cowie à Hawaï, donc Kinahan, Barger et Cowie, qui montre qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait une petite sous-densité de galaxies autour de nous, donc sans aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'expansion accélérée de l'univers, ce que certains disent à partir de ça, mais sans aller jusque-là, ça peut, en tout cas, cette sous-densité dans 300 mégaparsecs autour de nous est celle qu'il faudrait pour réconcilier les deux valeurs de H0, ce qui est assez intéressant parce que vouloir nier cette tension, en fait, reviendrait à nier un phénomène physique qui serait qu'on est dans une région un peu sous-dense. Après, quelles sont les implications de ça sur les calibrations des céphéides qui calibrent les supernovae, qui calibrent l'expansion, etc. Certains articles vont jusqu'à dire que, effectivement. Mais je suis d'accord. Voilà. Ça rentre Donc dans ça, la c'est des catégorie... observations récentes de distribution de galaxies, purement, et qui disent que, étrangement, effectivement, on serait dans une région un peu sous-dense et dont on serait pas loin du centre. Ce que tu dis rentre dans la catégorie back réaction, c'est-à-dire effet de moyenne. Donc ce que tu dis, c'est que d'avoir mal tenu compte des inhomogénéités présentes dans l'univers, ça te modifie la courbe ici. Or, quand on parle d'accélération, c'est la courbe ici. Donc si tu modifies la courbe ici, il y a un très grand bras de levier. Donc déjà, tu fais une erreur de l'ordre de quelques pourcents sur H0, ce qui veut dire que potentiellement, il est tout à fait possible que tu fasses une erreur beaucoup plus grande sur Q0. C'est pour ça que je dis que tant que ces calculs ne sont pas faits, de l'influence réelle des effets de mauvaise moyenne, toutes ces discussions sont un peu vaines. Je veux dire, on discute d'effets dont on n'a même pas prouvé au pourcent qu'ils sont vraiment réels. Oui. Seulement sur ça, c'est vrai que pour les supernovas, il y a tous ces problèmes et c'est encore pas clair du tout quel est l'effet. Je suis complètement d'accord, mais dans les dernières années, seulement avec la CMB et en ajoutant le lensing, on peut déjà, sans les supernovas, dire qu'il faut avoir une accélération, une oméga lambda, que c'est différent de 0. Oui, je suis d'accord. Parce que même si on ne considère pas du tout les supernovas. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on parle de modèle de concordance, parce qu'il n'y a pas un seul type. Heureusement, il y a plusieurs types d'observations différentes qui convergent vers les mêmes données. Mais ça doit dépendre de H0 quand même, non? Pardon? Oui. Ah, d'accord, ouais.
Non, j'ai pas les nouvelles données alors. D'accord. Non, mais j'ai pas les nouvelles données là. Non, mais je suis d'accord, mais bon, en tout cas, il y a une tension, comme il le dit, et je veux dire, la question n'est pas vraiment bien établie, à mon avis. C'est-à-dire, si tu veux, je pense que certains tests, dont celui des supernovas, ne peuvent pas distinguer entre un modèle purement cosmologique avec accélération et un modèle sans accélération avec un certain type de fluctuation. Donc, est-ce qu'on peut exclure ça aujourd'hui? La réponse, je crois, n'existe pas. Je ne sais pas comment il faut la calculer parce que c'est un effet de moyenne qui est... C'est pas très simple à calculer, je veux dire, dans le principe. Et en plus, il faut tenir compte de la géographie. C'est-à-dire, comme tu le disais, on est dans une région qui est un peu vide, à côté d'un super amas. Enfin, il y a toute une géographie dont il faut tenir compte aussi. Et ces calculs n'ont pas été faits. Donc, bon.